Bonjour tout le monde. On va commencer si vous voulez bien vous asseoir, merci. On se retrouve pour une table ronde sur un sujet vraiment passionnant. Contraception, plein d'options. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude des contraceptions classiques chez le gynéco ou la sage-femme, mais on va parler un peu d'autres choses qui existent et qu'on a le droit de changer. Ça, c'est génial quand même. Donc aujourd'hui, on va recevoir... Ah, parfait, elle arrive. Donc Stéphanie Astrid-Prieur, qui est sage-femme. Donc en France, c'est des interlocuteurs ou des interlocutrices vraiment privilégiés pour le choix de la contraception et l'accompagnement du parcours contraceptif. Donc c'est génial qu'elle soit ici avec nous. On reçoit aussi Maëlle et Florette, qui ont créé le collectif Ma vie après, et qui sont aussi les autrices du merveilleux livre Génération de nos pilules, que vous pouvez découvrir sur le stand de la librairie aujourd'hui. Donc c'est super. On reçoit aussi Aline Ménix, qui est conseillère en symptothermie, formatrice en méthode d'observation du cycle en général, et Maxime Labrie, qui est infirmier et qui est le concepteur et le développeur de l'anneau thermique AndroSwitch, qui est aussi une alternative très intéressante dont on va parler ensemble aujourd'hui. Merci à vous tous d'être ici. Et on va commencer par faire un petit point sur la situation actuelle. Donc, si Astrid, tu veux bien nous parler un petit peu du rôle des sages-femmes dans l'accompagnement au parcours contraceptif en France. Qu'est-ce que voilà, tu fais dans ton métier pour accompagner les femmes à faire ces choix-là? Comment je vais avoir du mal à sortir mes mots. Je crois que je viens juste d'arriver, j'ai pas eu le temps d'atterrir. Nous, on a un petit slogan qui dit une sage-femme tout au long de ma vie de femme. Et peut-être qu'en parlant de la profession, ça va peut-être répondre à cette question. Une sage-femme, c'est quoi? C'est une femme qui accompagne donc une autre femme surtout tout au long de sa vie de femme. Et dans un premier temps, souvent vous nous connaissez quand vous êtes enceinte, donc pour le suivi de grossesse. Ensuite, on accompagne aussi à l'accouchement. Et puis ça continue après avec la prévention périnéale, l'accompagnement à l'allaitement. Et on y vient, la contraception, le suivi gynécologique de prévention. Donc des interlocutrices privilégiées pour vraiment oui, alors peut-être bien choisir. Je pourrais dire que la différence avec un gynécologue, puisque c'est souvent la question qu'on nous pose, c'est que nous, on ne s'occupe pas des dysménorrhées, des aménorrhées, des femmes qui ont des difficultés à être enceintes, des endométrioses, tout ce qui est, je dirais, problématique doit être pris en charge par un médecin spécialisé. Voilà la grande différence. Et je vais donc prêcher pour ma paroisse. La grande différence aussi, c'est qu'aucun gynécologue ne fera de la préparation à l'accouchement, ne viendra chez vous pour vous accompagner à votre retour à la maison, ne fera pas non plus la prévention périnéale et ne vous accompagnera pas ou peu sur votre allaitement. Mais du coup, pour la contraception, est-ce que déjà les personnes savent qu'elles peuvent venir vous voir? Moi, je trouve de plus en plus. Vraiment, les jeunes femmes viennent très facilement à nous. Je ne peux pas donner le nom, mais je dirais aussi qu'il y a une application qui sert à prendre rendez-vous sur Internet, qui fait que quand vous tapez suivi gynécologique, eh bien, vous tombez tout de suite sur toutes les sages-femmes à proximité qui vont aussi pouvoir vous proposer ce suivi. Donc ça aussi, ça fait vraiment la différence. Donc ça va développer aussi le fait que voilà, les personnes se sentent à l'aise pour aller parler contraception avec une sage-femme, prendre un peu le temps de découvrir ce qu'il y a aussi. Au niveau des offres qui existent, est-ce que vous voyez une évolution dans les demandes ou qu'est-ce que vous proposez en général? Qu'est-ce qui existe un petit peu dans ce qui est plutôt médical du coup? Alors justement, sur le côté médical, moi j'aime bien toujours expliquer aux jeunes filles que je croise faire un petit plan historique. Et donc dans les années 50, 60 et bien avant, les femmes quand même subissaient leur maternité et subissaient aussi plein d'autres choses. Et puis on a eu en 67 le droit
Moi, pas en 67, je suis allée vérifier ça tout à l'heure, mais en 56, on a inventé la pilule, la loi a été votée en 67, ça a été mis en place en 72, et elle est remboursée par la Sécurité sociale en 74. Entre-temps, Simone Veil arrive par là et donne la possibilité aux femmes d'avoir accès à l'interruption volontaire de grossesse. Pourquoi je vous explique ça? Parce que quand une femme vient nous voir pour une contraception, ce qui me semble important, c'est elle va choisir la contraception qu'elle veut, et moi je lui prescris tout ce qu'elle veut pour éviter qu'elle soit amenée à venir me voir pour interrompre une grossesse qu'elle ne désire pas. Voilà pour moi ma priorité. Et l'autre versant caché de la contraception pour moi, c'est que ça nous permet d'avoir une sexualité totalement libérée. Et du coup, pour certaines religions ou peut-être pour certaines personnes, c'est pas tout à fait acceptable d'avoir une sexualité totalement libérée. Donc, partant de là, et de tout ce que nous avons traversé en tant que femmes depuis ces 60 dernières années, on a différentes contraceptions pour ne pas avoir à subir une grossesse non désirée. Et donc, on a des contraceptions hormonales. C'est bon, j'y vais ? On a des contraceptions. C'est parti, on est là pour ça. On a des contraceptions hormonales et non hormonales. Les contraceptions hormonales ont pour action de totalement mettre en pause le cycle. Les règles qu'on appelle règles, qui sont des saignements de privation hormonale, eh bien, ne sont pas vraiment des règles. Et c'est uniquement lié au fait de ne pas prendre les comprimés pendant quelques jours qui fait qu'il y a des saignements. Donc ça bloque totalement le système. Et l'indice de Pearl, c'est combien de grossesses on observe sur 100 femmes qui prennent cette contraception pendant 12 mois. Eh bien, l'indice de Pearl pour une contraception hormonale est de 0,3 grossesses pour 100 femmes sur un an d'utilisation de la pilule. C'est donc plutôt, je dirais, une bonne contraception. C'est des contraceptions efficaces, mais du coup, peut-être c'est quelque chose aussi qui est en évolution, parce qu'on voit de plus en plus les contraceptions hormonales qui sont un petit peu moins choisies, peut-être par une certaine partie de la population. Donc on va s'adresser à Maëlle et Florette, qui ont créé une communauté en ligne, en lien avec l'arrêt de la pilule. Et c'est déjà, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dans ce projet? Parce que c'est certes un phénomène de société, mais vous, qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à déjà faire ce projet de collectif et aussi écrire un livre sur ce sujet? En fait, c'est venu simplement de notre propre expérience, de volonté d'arrêter la pilule et de ne pas trouver peut-être du soutien ou un accompagnement particulier, ou par peur du jugement de certains professionnels. Donc, en fait, c'est partant de ce constat-là de se dire que c'était plus compliqué que prévu, parce que ça fait appel à plus de choses que simplement arrêter un comprimé. Aussi bête que ça puisse paraître. C'est une réflexion vaste, on va dire. Ouais, c'est ça, on en vient en fait à se développer soi-même, à vouloir connaître son cycle, et en fait ça va plus loin que ça. Donc en fait c'est partant de ce constat-là, c'est plus compliqué que prévu, donc on va essayer d'aider toutes ces personnes qui souhaitent aussi arrêter la pilule, de trouver des réponses à leurs questions. Ouais, et c'est vrai que ça vient aussi du fait que c'est bien qu'on ait une sage-femme aujourd'hui avec nous, mais les professionnels de santé type gynécologue et sage-femme n'ont pas forcément tendance à forcément proposer tout le panel de contraception qui est possible. Et aujourd'hui, on le voit, on le ressent dans les messages qu'on reçoit, dans les personnes avec qui on échange, que finalement, il y a un manque de ce point de vue-là. La pilule, alors notre livre s'appelle Génération de pilules, c'est pas de la propagande, c'est juste parce que c'est un mouvement général, je pense, comme tu l'as dit, Florette, de femmes qui cherchent d'autres solutions, qui veulent aussi apprendre à mieux connaître ce qui se passe à l'intérieur.
Et justement, quand on est jeune, en général, et qu'on va chez son médecin, son gynécologue pour la première fois pour une contraception, la pilule est encore posée sur un piédestal et très peu d'autres alternatives sont proposées parce que la pilule est vraiment montrée comme la solution la plus adaptée pour une jeune femme qui pense à faire la fête, qui ne fait pas trop attention à ce qu'elle fait potentiellement. Et malheureusement, c'est un peu infantilisant d'entendre ce genre de discours et on sait très bien que ça se produit encore. Et c'est aussi pour ces femmes-là qu'on a créé le collectif. Donc, comme l'a dit Fleurette, parce qu'on est passé par là, véritablement. On ne savait pas quoi faire et on s'est rendu compte que c'était une peur beaucoup plus grande qu'on aurait pu l'imaginer que d'arrêter cette contraception. On s'est rendu compte qu'on n'était pas seul et porter notre voix aujourd'hui, c'est montrer qu'il y a des alternatives, d'où déjà la table ronde d'aujourd'hui, mais montrer à ces femmes qu'elles ne sont pas seules en fait, que oui, c'est possible de ressentir ce qu'elles ressentent si elles ont peur, si elles ne savent pas, et du coup, c'est possible de faire autrement et d'apprendre à mieux se connaître. C'est super, du coup, vous parlez beaucoup en fait du parcours, de la réflexion de j'aimerais bien arrêter ma pilule pour telle ou telle motivation, mais aussi du coup après comment on arrive au final à arrêter cette contraception, à passer à autre chose peut-être. Qu'est-ce que vous remarquez dans votre communauté sur les freins ou les blocages un peu qu'il y a encore sur les personnes qui se posent la question d'arrêter une contraception hormonale ? Ouais, alors les principaux blocages en fait sont liés, je pense aujourd'hui, au syndrome post-pilule, parce que comme c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, nous quand on a arrêté la pilule, c'était il y a 4 ans, Florence c'était à peu près il y a 3 ans, en fait sur les réseaux on n'en parlait pas encore tant que ça. Donc le syndrome post-pilule, c'était pas quelque chose dont on avait spécialement peur. Nous, la plus grande peur, c'était qu'est-ce qui se passe si je tombe enceinte, parce qu'on avait mis la pilule au-dessus. Alors que en fait, la symptothermie en efficacité pratique, elle est supérieure. Et ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, les principaux blocages, ça va surtout être la connaissance du syndrome post-pilule qui a été relayée par de nombreuses femmes qui l'ont arrêté et qui aujourd'hui partagent toutes ces craintes. Alors, les principales peurs, ça va être par exemple l'acné post-pilule, ça va être par exemple comment je vais retrouver mes règles, est-ce que je vais les retrouver, dans quelles circonstances, est-ce qu'elles seront douloureuses comme avant, est-ce qu'elles seront absentes, est-ce qu'elles seront irrégulières, est-ce que je vais perdre mes cheveux, beaucoup, comment. Tout ça, ce sont des choses en fait qui existent parce que de nombreuses femmes l'ont partagé. Donc ça fait comme un peu une grosse bulle comme ça qu'on pense qu'on va percer si on arrête la pilule et qui va nous tomber dessus. Et nous, on est là pour montrer que voilà, c'est pas une fatalité, que ça peut faire partie d'un processus général, entre guillemets, par lequel on va passer potentiellement. Les effets secondaires ne sont pas obligatoires. Et d'accompagner dans la démarche de choix d'une nouvelle contraception, de comment je vais accompagner mon corps, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Et là, c'est tout ce qui est relatif aussi à la symptothermie, donc sans forcément l'aspect contraceptif, ne serait-ce que l'aspect compréhension, en fait. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans ce choix. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, le but, c'est pas de diaboliser la pilule et de dire il faut que tout le monde arrête la pilule, mais de dire que on peut arrêter la pilule. Et si on décide de l'arrêter, c'est bien aussi de pouvoir échanger avec d'autres femmes qui vivent ces choses-là. Donc c'est bien d'avoir créé cet espace en fait dont il y avait visiblement besoin, vu votre succès et puis le succès de votre livre. On espère que beaucoup ici vont pouvoir lâcher si elles se posent ces questions de changer de contraception. Et du coup, une fois qu'on a décidé d'arrêter une contraception hormonale, évidemment, il faut se poser la question des alternatives. Donc on va en parler déjà avec Aline, donc, qui va nous parler un petit peu de la symptothermie, des méthodes d'observation du cycle. Qu'est-ce que c'est exactement ? Ouais, je trouve que tu as fait un bon lien du coup. Effectivement, moi, juste pour rebondir, je suis vraiment surprise. Je trouve ça génial qu'il y ait des espaces comme les vôtres qui se créent et ce besoin qui est hyper émergent. Et finalement, tu l'as dit, il y a des professionnels comme Astrid qui sont très présents, très ouverts. Il y a encore un manque. Et quand on parle de symptothermie, il y en a plein qui ne connaissent pas. Et qu'est-ce que c'est justement ces alternatives qui sont souvent très diabolisées ? Je pense que Maxime pourra dire la même chose. Qu'est-ce que la symptothermie ? C'est une méthode d'observation du cycle. Alors, on simplifie, on dit que c'est une contraception naturelle, on le met dans le sac de la contraception naturelle, mais ce n'est pas une contraception en vrai, c'est une méthode d'observation du cycle. C'est une méthode qui va permettre à la femme ou à la personne menstruée qui a un cycle de repérer ses périodes fertiles et ses périodes non fertiles. Concrètement, après, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'ils font ? Parce que j'ai tendance à dire qu'on n'est pas fertile toute seule. Un bébé, ça se fait à deux. On adapte son comportement. On est fertile. Est-ce qu'on se protège ? Du coup, on utilise un préservatif.
interne, externe. On utilise un diaphragme, on a une abstinence périodique de pénétration ou abstinence tout court. Et c'est ça qui va faire la différence, qui va permettre d'éviter une grossesse. Effectivement, tu as aussi dit que la fiabilité de la symptothermie en indice pratique est supérieure à celui de la pilule. Astrid a très bien dit que la pilule, en théorie, est extrêmement fiable. Et l'indice de Pearl en pratique est beaucoup moins fiable. Il est à peu près à 96%, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que quand on la prend très bien, que tout va bien, qu'on ne l'oublie pas, ça marche plutôt bien. Et puis, dès qu'on l'oublie, il y a des risques que ça marche un peu moins bien. J'avais fait un sondage une fois en demandant qui parmi vous a déjà oublié sa pilule. En général, il y a du 100% de réponse. Et c'est OK en soi, hein, tant qu'on sait où est-ce qu'on va. Donc voilà, quand on choisit d'arrêter la pilule, parce que la symptothermie n'est pas compatible avec les méthodes hormonales, Astrid l'a dit, ça lisse le cycle, du coup on ne va pas pouvoir observer. Par contre, ça marche très bien avec un dispositif intra-utérin, à quelques observations près, mais ça peut passer. Donc voilà, je pense. Comment on fait pour atteindre cette fiabilité vraiment excellente? Ouais. On se forme. C'est la base, en fait. Moi, je croise plein de femmes qui ont lu un peu sur Internet ou qui ont l'impression de faire de la symptothermie. En fait, c'est souvent ça. Je connais quelqu'un qui est tombé enceinte. OK. Est-ce qu'elle s'est formée? Non. Oui, elle s'est formée. OK, mais elle s'est formée toute seule ou avec quelqu'un? En général, on pose 3 questions et on se rend compte que c'était pas de la symptose, c'était pas une méthode d'observation du cycle, c'était pas maîtrisé. Et souvent parce qu'il y a cette impression que bah oui, de toute façon on observe sa glaire, on prend sa température, c'est hyper facile. C'est pas si simple parce qu'il y a des règles hyper rigoureuses qui permettent d'obtenir cette fiabilité. Donc qu'est-ce qui fait? C'est la formation, c'est l'implication du couple, des 2 partenaires. Parce que s'il y en a un qui veut que ça marche et l'autre qui veut pas, bah forcément on peut être dans des déboires. Et c'est être au clair sur justement les moyens qu'on utilise en période fertile. Si on utilise un préservatif en période fertile, on tombe dans la fiabilité du préservatif. C'est assez logique. Et du coup, pour rebondir sur ces femmes qui parfois pensent faire de la symptothermie sans nécessairement avoir le bagage de connaissances derrière, on voit beaucoup de nos jours des applications de suivi du cycle, parfois des applications qui se vantent contraceptives, on va dire. Je sais que Maëlle et Florette, vous avez de l'expérience avec ça, mais Aline peut peut-être en dire un mot et passer le micro aux filles pour parler un petit peu de ces applications. Est-ce qu'elles ont un intérêt? Est-ce qu'elles apportent quelque chose? Ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être un peu compliqué de maîtriser, on va dire, sa fertilité avec une application? Je vais juste mettre ça entre parenthèses. Je voudrais terminer un truc et je vous repasse la parole juste après. Les applications, c'est la même logique en fait. C'est ça. Est-ce que votre appli vous dit quand vous allez ovuler, vous dit quand vous allez avoir vos règles? Vous n'êtes pas sur une méthode d'observation du cycle. Est-ce que l'appli vous demande de rentrer des informations plus spécifiques, comme votre glaire, votre température, et éventuellement interprète? Vous êtes sur une méthode d'observation du cycle. Grosso modo, c'est à peu près ça. Vous avez envie d'en dire un peu plus? Nous, ce qu'on fait souvent la distinction entre ces applications, on parle d'applications de suivi de règles et applications de suivi de cycle. En fait, à partir du moment où il y a une prédiction, pour nous, en fait, on peut trop avoir tendance à s'y fier, même si on sait que notre ovulation, elle n'est pas à ce moment-là. On va avoir peut-être un petit truc qui nous dit « Ah, peut-être que mon ovulation, elle va arriver », alors que pas forcément, parce que le cycle bouge aussi. On peut aussi avoir en post-pilule des retards de règles. Donc à ce moment-là, quand on a notre application qui nous annonce nos règles qui vont arriver, on peut aussi être encore frustré ou avoir peur. Ça crée encore plus de peur de se dire bah, en fait mes règles elles devaient arriver, elles ne sont pas là, donc pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il peut y avoir juste quelques jours de décalage sans que ça soit forcément annonciateur de quelque chose de plus, entre gros guillemets, grave. Donc pour la distinction entre les deux. Donc application, Ouais. on se méfie, C'est ça, il faut faire on a un attention. regard critique sur ce que ça dit, comment ça le dit, comment ça sait tout ça sur notre corps sans qu'on ait rien rentré dedans. Mais Disons que tout est juste à partir du moment où on est au clair sur son objectif. C'est ce que j'ai envie de dire.
Oui, c'est des options au final. Donc Voilà, si on a c'est rien juste de plus. envie de savoir les symptômes qu'il y a dans son cycle, on peut prendre un peu n'importe quelle application. À partir du moment où on a un objectif de contraception, on y va vraiment avec grande critique et on choisit des applications spécifiques en se formant. Évitez de vous baser que sur une appli. Après, ça ne reste que mon conseil. Mais c'est vrai que voilà, la formation, c'est une certaine contrainte en quelque sorte par rapport à une contraception qu'on va chercher chez son gynécologue ou sa sage-femme et on Ou a la juste à prendre contrainte. le comprimé. Et là, il faut un apprentissage. Donc, Un c'est apprentissage une fois qui est valable toute la vie. voilà. Donc pour certaines Après, femmes, ça c'est va mon convenir. avis. Oui, ça apporte du coup plus que juste la partie contraception. Ça apporte énormément de choses sur la connaissance du cycle. Oui, je voulais juste en effet rebondir sur le fait qu'en effet, c'est pas du tout la même chose. Ça laisse l'opportunité aux femmes de comprendre comment elles fonctionnent, de s'observer. Ça va pas convenir à tout le monde, mais voilà. Oui, ça convient pas à toutes les femmes et ça convient pas non plus à toutes les femmes à toutes les étapes de leur vie. Donc ça qui est bien aussi, c'est que dans le parcours contraceptif, on peut très bien évoluer, passer le préservatif à la pilule, au stérilet, à la symptothermie, à la pilule. Enfin voilà, chacun est libre aussi de choisir sa contraception en fonction de là où elle en est. Voilà, puis c'est vrai que c'est toujours aussi, il y a autre chose, c'est est-ce qu'on est en couple ou est-ce qu'on est sur des relations qui s'enchaînent. Et du coup, il y a aussi, nous, on parle contraception, mais on parle aussi beaucoup des maladies sexuellement transmissibles. Donc, du coup, ça rentre aussi. Oui, il y a aussi cette protection amenée par le préservatif qui est Tout à fait. importante de rappeler, en effet. Et d'ailleurs, ça fait une très bonne transition avec les contraceptions masculines et le côté masculin de la chose, parce qu'il n'y a pas que les femmes dans l'histoire. Donc on parle beaucoup dans les méthodes d'observation du cycle de la physiologie féminine, toujours. Il y a les contraceptions hormonales pour les femmes, la symptothermie où les femmes s'observent. Mais du coup, où on en est au niveau des contraceptions qui concernent les personnes qui ne sont pas menstruées? On en est aussi à repenser les mots et du coup présenter ça comme une contraception, dire qu'il y a des contraceptions masculines, ça implique aussi une sorte de binarité qui déjà pose question. Il y a clairement l'émergence en fait de nouvelles pratiques, donc qui seraient plutôt des pratiques testiculaires sur des maîtrises de fertilité qui peuvent s'engager dans des pratiques contraceptives. J'avance comme ça pour vous dire qu'au final, l'idée, c'est de ne rien enlever aux luttes sociales qui ont été faites dans les années par le passé, bien au contraire. L'idée, c'est de venir complémenter dans les pratiques. Chacun est libre de maîtriser sa fertilité, mais dans des pratiques contraceptives, chacun engage sa responsabilité, sa maîtrise et son sorte de pouvoir de fécondance. Ce pouvoir de fécondance-là, en tant que personne ayant des testicules, il est tout à fait possible de se responsabiliser et de se mettre dans un état dit contracepté, que vous soyez en couple ou pas, parce que ces méthodes enfin là j'avance légèrement sur la thermique, mais l'idée c'est que la méthode thermique, en tant que méthode testiculaire, répond aussi à un besoin aussi de connaissance et de découverte de son corps en tant que personne ayant des testicules, qui clairement, cette zone urogénitale en général est totalement désinvestie, invisibilisée et taboue. Et le fait de devoir provoquer une ascension testiculaire, ça invite les personnes avec des testicules à découvrir leur corps et à provoquer un mouvement d'internalisation qui, en général, pour une personne dite masculine, est assez complexe, vu qu'elle va plutôt être dans un processus d'externalisation. Donc l'autopénétration est en jeu aussi. Donc vous vous en doutez, c'est un peu touchy comme sujet. Alors oui, à part les méthodes barrières, il n'y a rien qui protège contre les MST et les IST, c'est clair. Il existe, je vous fais rapidement un panel et après on revient sur ce qui se fait. Vraiment, vous avez la vasectomie qui est une pratique que vous pouvez faire à n'importe quel âge. Il n'y a pas besoin d'attendre 40 ans. Il y a encore des problèmes de consentement, etc. Le parcours est encore compliqué, mais il est tout à fait possible d'y accéder. Vous avez des listes de médecins qui sont plutôt compliants à la pratique. C'est une méthode qui est assez freinée. Pourquoi ? Parce que clairement, elle est mal codifiée, elle ne rapporte pas beaucoup d'argent aux médecins, donc ce n'est pas du tout intéressant pour eux. Et ça leur demande des infrastructures type hospitalière pour pratiquer cet acte qui, en modèle anglo-saxon, est pratiqué dans un cabinet médical. Il faut quand même se rappeler que ces méthodes ont été développées plutôt dans des réseaux anarchistes et se faisaient dans des chambres d'hôtel ou dans des appartements individuels. Il y a eu des procès, des gens en prison pour ces pratiques médicales-là, qui maintenant en fait sont reconnues et comme existantes, mais le législatif est assez traîne un petit peu des pieds pour améliorer l'accessibilité de cette méthode. Il existe deux méthodes, une méthode thermique et une méthode hormonale aussi, qui existent, et ce depuis une quarantaine d'années.
Et pour vous donner un panel de ce qui pourrait arriver si collectivement on s'y mettait à pratiquer au moins la thermique et dans un second temps peut-être l'hormonal pour les personnes qui le désirent, ce serait en fait vraiment ouvrir l'éventail contraceptif et arriver à une sorte d'équité dans les modèles et les choix proposés. Ça ne veut pas dire que l'un va enlever à l'autre ses pratiques de maîtrise de la fertilité, mais ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à hybrider les méthodes, sortir de ce carcan qui est juste pas possible de cette norme contraceptive et pouvoir s'inscrire dans des parcours contraceptifs qui vont être sur des modalités de quelles sont mes habitudes de vie, où j'en suis par rapport à ma parentalité, que veut ma ou mes partenaires aussi, et comment cette alliance-là peut se mettre en place. Clairement, c'est une relation, la contraception, sur des modalités de responsabilisation et d'inclusivité. Donc à terme, on pourrait développer des méthodes qui permettraient de boucher les canaux déférents. Ça va empêcher que le sperme sorte. C'est ce qu'on va appeler le Riseg, le Vasalgel. Il y a le BIMEC qui sera un système d'interrupteur qu'on pourrait mettre sur des canaux déférents. Il y a des méthodes enzymatiques qui pourraient apparaître aussi, qui permettraient de modifier en fait la tête des spermatozoïdes pour rendre impossible en fait leur pouvoir de fécondance. Il y a des méthodes qui sont basées sur l'immunologie, parce qu'il faut savoir que les spermatozoïdes ne sont pas reconnus par les globules blancs et le système immunitaire du corps. Donc à partir du moment où il y a du sperme qui va être en contact avec notre propre sang, il y a une réaction immunologique qui va se mettre en place. C'est un peu les vaccinations aussi du futur. Quand on maîtrisera un peu mieux la mémoire du corps et l'immunologie, il sera possible de mettre en place ce message dans le corps disant maintenant tu détruis ta possibilité A, et puis quand tu n'as plus envie de détruire, tu arrêtes de détruire et ça pourrait reprendre. Pour la petite histoire, la vasectomie entraîne une réaction immunologique. C'est en grande partie la raison pour laquelle on dit que la vasectomie n'est pas réversible ou mal réversible. C'est que cette réaction immunologique qui se met en place, on ne la maîtrise pas ou très mal. Donc c'est un peu compliqué après pour pouvoir avoir des bébés si on a envie, tout en sachant que quand il y a une vasectomie, en général, il est proposé de conserver un peu de sperme dans un sécosse. Mais par contre, ça coûte un peu d'argent tous les mois, 30 à 40 €. Donc voilà, c'est un petit budget aussi. Voilà. Donc pour la thermique et l'hormonal, c'est deux méthodes qui existent quand même depuis les années 80. L'hormonal est allé jusqu'à des essais multicentriques au niveau de l'OMS, donc sur des milliers de personnes, des essais qui ont donné vraiment de très bons résultats, tant cliniques que d'un point de vue de l'acceptabilité globalement des patients, mais c'est des essais qui ont été arrêtés parce que les effets secondaires typiques qu'on peut retrouver sur des personnes ayant des ovaires, pour des personnes ayant des testicules, posaient problème et ont été considérés comme inacceptables, donc un réel biais de genre et une pure violence. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle ces essais ont été arrêtés. En parallèle, la thermique existe. Les écureuils de Corée la pratiquent depuis très longtemps. Est-ce qu'on peut parler de contraception dans le règne animal? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un principe de, en dehors des périodes de rut, les testicules sont bien internalisés. Et sur les périodes de rut, elles sont externalisées. Donc c'est une pratique qui existe depuis très longtemps. Les subos la pratiquent, les moines Shaolin la pratiquent. En Asie, c'était aussi pratiqué par le système des bains chauffants. L'idée, c'était de chauffer le testicule pour provoquer un stress thermique et qui avait comme conséquence une onde d'infertilisation et de stérilisation qui reprenait au bout de quelques mois. Et dans les années 80, l'idée a été de reprendre un peu cette idée de la chaleur qui était identifiée depuis un siècle dans des essais cliniques, plutôt à viser de comment réduire la chaleur des spermatozoïdes pour augmenter la fertilité et donc la puissance patriarcale et la virilisation et la filiation purement masculine et dominante, bien sûr, vous en doutez. Et ces études en général terminaient en disant peut-être qu'on pourrait s'en servir à visée contraceptive. Bon, comme vous savez très bien qu'on ne touche pas aux bijoux de famille, ça a été compliqué de le développer, vu le Boys Club qui permet ou pas que certaines méthodes puissent se mettre en place, parce qu'il faut quand même se rappeler que les décisionnaires sur ces méthodes qui peuvent accéder au marché, c'est un petit groupe d'actionnaires à la tête de nos lobbies pharmaceutiques qui décident ou pas de débloquer les argents pour que ces méthodes puissent être accessibles et diffusées. Et comme ces personnes-là estiment que ce n'est pas acceptable, elles n'existent pas. Donc on en arrive à des petits modèles de personnes qui se fabriquent eux-mêmes leur slip contraceptif sous forme de jockstrap avec des soutiens-gorge, ou des gars comme moi qui transformons son garage en laboratoire pour fabriquer des anneaux, pour que les personnes puissent accéder à cette fameuse ascension et appliquer un protocole médical qui est assez simple. L'ascension doit être provoquée une quinzaine d'heures par jour, et ce 7 jours sur 7. Il y a quelques contre-indications au départ. L'efficacité est vérifiée avec des spermogrammes régulièrement, donc il y a bien un laborantin qui va travailler et qui va attester de l'efficacité ou non de la pratique contraceptive. Ce sont des méthodes qui sont hautement réversibles, qui peuvent être appliquées au maximum sur 4 années consécutives au regard des essais cliniques qu'on a actuellement. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 4 ans, c'est fini. Simplement, on peut reprendre sa spermatogénèse, se poser quelques questions, et si la personne désire continuer, eh bien qu'elle reparte une fois que sa spermatogénèse est bien repartie.
C'est une méthode qui coûte pas cher, qui coûte peut-être un peu de temps. Ce sont des nouvelles habitudes de vie, ça fait pas spécialement mal, ça n'a pas d'impact hormonal, ça ne change rien par rapport à l'apparence du sperme. Il est tout à fait possible d'uriner avec, d'avoir des rapports sexuels, je ne sais que sais-je. Voilà, c'est simplement une nouvelle habitude, un nouveau rite à mettre en place. En général, les gens qui pratiquent la remontée testiculaire se sentent plus en confiance testicules en haut que testicules en bas. Le fait de balloter entre les jambes, ça devient quelque chose d'anxiogène et au final de gênant dans les postures. Voilà. Il y a des parachutistes qui maintenant ne sautent en parachute que testicules remontés. Voilà, pour petite info. La pratique hormonale, je termine sur la pratique hormonale qui existe aussi. Alors elle se fait en sous-main, c'est plus compliqué de la pratiquer parce que ça demande que les lobbies pharmaceutiques mettent à disposition de l'énanthate de testostérone. C'est une hormone qui est utilisée en général pour les personnes en changement d'identité. Les labos donc du coup freinent aussi un petit peu ces pratiques-là. Donc voilà, l'énanthate de testostérone, on n'en trouve pas dans toutes ces pharmacies. Et pourtant, avec cette molécule qui est à base de testostérone, le but c'est de charger le corps en testostérone pour leurrer le système central, qui du coup va arrêter de produire de la testostérone dans le corps et donc en conséquence arrêter de produire des spermatozoïdes. En France, c'est une injection par semaine. Une personne sur 5 n'y répond pas à cette méthode-là. Le seul moyen de le savoir, c'est de tester. Donc voilà, ce sont des méthodes qui sont très efficaces aussi. Le seul truc, c'est que autant sur la thermique que la vasectomie, que l'hormonale, que probablement pas mal de méthodes qui vont arriver, elles ne sont pas efficaces tout de suite. Les garçons sont cycliques aussi, on pourra en parler un autre jour peut-être, mais nous, on est l'un de nos cycles en fait est sur 3 mois. Pour produire un groupe de spermatozoïdes, il faut à peu près 3 mois, 2 mois et demi. Donc pour avoir un impact contraceptif, il faut le temps d'évacuer en fait ce qui a été produit durant ces 3 mois précédant en fait la mise en place de la contraception. Donc ça demande 3 mois avant d'être efficace et ça demande aussi 3 mois, voire 6 mois, le temps de récupérer une spermatogénèse fiable et viable, et ce, attesté par un spermogramme. Voilà. Donc, ce qui est intéressant avec en fait, toutes ces alternatives, c'est qu'on voit aussi peut-être un des freins à ces nouvelles contraceptions, on va dire, ou contraceptions qui reviennent sur le devant de la scène, parce que la plupart sont quand même au final relativement anciennes, mais c'est que ça prend du temps en fait, soit de l'apprentissage quand on apprend à observer son cycle, soit de mettre en place une contraception thermique. Voilà, c'est pas instantané, et du coup ça peut aussi être un frein, et c'est totalement entendable, et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir plein de choix. Mais voilà, c'est des options qui existent, et on peut très bien passer de l'une à l'autre, parfois un peu lentement. Question pour Maxime, est-ce que tu n'as pas parlé de la fiabilité de la thermie? Alors c'est pas très efficace, on est simplement sur une efficacité à peu près équivalente au dispositif intra-utérin au cuivre, donc à 99,6% en pratique, à peu près autant qu'en théorique. Donc vous en doutez, c'est aussi pour ça que ça n'a pas été développé. Et comme ça ne coûte pas vraiment très cher non plus, que ça ne demande pas de passer à la pharmacie tous les mois, c'est pas très intéressant. Donc efficacité redoutable, ce à tester sur des essais cliniques. Donc vous pouvez y aller, pas les yeux fermés, mais vraiment en toute confiance. Ce n'est pas le genre de méthode que vous utilisez si vous avez un désir inconscient d'enfant. Là, vous partez sur la capote ou le retrait, ça va mieux marcher. Voilà, il y a ça, non mais oui, c'est aussi le désir de grossesse, autant pour la personne avec des testicules que des ovaires, et pas spécialement conscientisé. Et les grossesses non désirées peuvent être aussi signifier aussi autre chose d'un point de vue inconscient, donc à garder dans un coin de la tête. Une réflexion à avoir, oui, sur qu'est-ce qu'on veut, se mettre au clair avec ça, et comment on partage ça aussi dans le couple, évidemment. Parce que voilà, une pilule, c'est la femme peut-être va l'oublier si elle veut secrètement un enfant, mais au final, il y a aussi cette notion d'inconscient et cette notion après de partage et de chacun prend sa responsabilité aussi de sa contraception, de sa fécondité. Si l'homme veut pas d'enfant et la femme veut un enfant, ce serait mieux que ce soit pas elle qui soit chargée de ça, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les méthodes d'observation du cycle, parce que quand on a un outil qui nous pousse à écrire notre fertilité, à écrire les rapports qu'on a eus et de poser un objectif en fait à chaque fois, ou en tout cas à un moment donné consciemment, on n'est plus dans quelque chose d'extérieur. Je mets ma responsabilité dans une pilule, je mets la responsabilité dans un préservatif ou quelque chose d'extérieur. C'est là, je sais. Et des fois, on voit ce décalage entre j'ai un objectif de contraception et finalement j'ai des rapports qui sur le papier montre ou sur l'appli montre que finalement il y a peut-être un désir ou qu'il y a une incompatibilité de désir entre les deux dans le couple. Et c'est vrai que ce genre de méthode où à un moment donné on va se poser la question de concrètement est-ce qu'il n'y a pas des loupés, des désirs, et je trouve ça hyper intéressant parce que moi la contraception thermique, ça m'arrive très souvent de la proposer à des couples qui viennent pour de la sympto et je sens que c'est un peu bancal et je me dis vous avez aussi ça.
Et puis, c'est pas incompatible d'avoir la thermie et puis la symptothermie pour que la personne menstruée permette de connaître son cycle. Et puis, c'est l'homme qui gère le côté contraception. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette vision de, voilà, on peut cumuler les outils, on peut en parler, on peut passer de l'un à l'autre. Enfin, je pense que tu es complètement... Pour donner des exemples de parcours et en quoi les méthodes peuvent vraiment se complémenter, sur le postpartum. Très clairement, le postpartum, c'est la cagade au niveau du choix contraceptif. Postpartum, période extrêmement mal identifiée sociétalement, extrêmement violente pour la personne qui le vit. C'est assez compliqué. Et alors, sur les pratiques contraceptives, encore une fois, c'est la personne qui va être en postpartum qui va devoir se charger de ça, en plus de tout le reste. La postpartum, c'est une période où, justement, il pourrait être tout à fait possible de le proposer. Il y a eu une thèse qui a été faite là-dessus, sur l'acceptabilité tant au niveau des professionnels que des futurs parents, de mettre en place de cette méthode-là. Comme la thermique demande 3 mois pour être efficace, on pourrait très bien imaginer que les futurs papas, au cours du dernier trimestre, se remontent les testicules, portent quelque chose d'une certaine manière, et puissent accoucher de leur contraception pendant que leur partenaire laisse passer le corps de leur enfant pour qu'il puisse sortir. Et ça donnerait une place donc aux personnes ayant des testicules, ça leur permettrait d'incarner en fait leur parentalité et de les mettre d'une position plutôt passive à une position aussi active et de porter quelque chose. Symboliquement, ça peut être très fort. La thermique étant très efficace, le postpartum étant une période où l'intérêt c'est d'éviter peut-être le retour de couche, enfin un enfant sur un retour de couche, enfin ça dépend ce que vous voulez, mais bon, si vous voulez pas d'enfant en retour de couche, ça peut être une méthode à envisager au regard de son degré d'efficacité. La symptothermie. Vous avez du mal à arrêter votre méthode hormonale. Ok, mais très bien. Il va vous falloir au final une méthode annexe qui soit très efficace. Vous allez basculer sur la thermique. Et votre partenaire avec des ovaires va pouvoir se mettre dans son processus pédagogique, éducatif, sur la symptothermie, tranquillement, avec un filet de sécurité. Ce qui fait qu'elle va monter en compétences, elle sera beaucoup mieux formée, elle se sentira beaucoup plus sûre. Et le jour où elle vous dira « Ok, là c'est bon, je maîtrise », et si vous, à côté, vous avez envie d'arrêter la thermique, vous pourrez basculer sur la symptothermie, et ce, en toute confiance. Voilà l'un des exemples, plusieurs exemples de parcours qu'il est possible d'hybrider. Voilà. Oui, du coup, nous, on voit aussi des fois des femmes qui sont dans une difficulté de trouver une contraception qui leur convienne. Et on est souvent heurté au fait que le conjoint ne désire pas justement envisager la vasectomie alors qu'il n'y a plus de désir d'enfant, etc. Et donc ma question c'était, en tant qu'homme justement, est-ce que toi tu as l'impression qu'il y a des ouvertures de ce côté-là? Parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est très très freiné. Alors, est-ce que c'est une question de génération? Et mon autre question, c'était, parce que peut-être que tu l'as dit, mais je ne l'ai pas entendu, est-ce que c'est... Je suppose que ça n'est pas douloureux. Et le thermique, est-ce que tu peux en dire plus sur le thermique? Redis-moi ta première question, c'était sur... Est-ce que, en tant qu'homme, tu as l'impression qu'il y a des ouvertures possibles chez les hommes pour prendre en charge justement ce côté contraceptif, puisque moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est très freiné. C'est compliqué, quoi. Alors c'est compliqué pour 1 million de raisons, il faudrait 1h30 pour en parler et tout démêler, mais déjà c'est compliqué pour une raison assez simple, c'est que dans le système éducatif ou même après d'un point de vue médiatique ou sur les réseaux sociaux, c'est encore compliqué de trouver de l'information fiable et viable sur l'existant. Donc actuellement, enfin c'est de moins en moins vrai, mais ce qui se passait, c'était mon cas moi il y a quelques années, c'est en tant que gars, je me dis bon, alors je voudrais m'impliquer, très bien, j'ai la capote, la vasectomie. En gros c'est deux anti-méthodes. L'une, c'est une stérilisation, l'autre, c'est une méthode barrière pure qui ne, voilà, enfin pour moi, voilà, c'est pas spécialement une méthode de contraception pure souche, vraiment, c'est pur jus. Et médiatiquement, quand on va s'informer, on est toujours confronté à des médias qui nous disent « Oh, dans 6 mois, vous en faites pas, ça va sortir, le Rizox, c'est juste là, la nouvelle pilule, je ne sais que sais-je. » Et tous les 6 mois, c'est ça. Ce qu'on appelle l'arlésienne. C'est maintenir les personnes avec des testicules dans une attente de quelque chose qui n'arrive pas pour maintenir un marché et une forme de domination. Voilà, ça c'est la réalité. Et donc quand une personne se pose des questions, ben, en fait, elle ne se sent pas coupable de ne pas trouver, vu qu'on lui dit tout le temps que ça va arriver. Sauf que quand la blague dure depuis 40 ans, on commence à se rendre compte qu'on s'est fait prendre pour des cons, très clairement. Voilà.
C'est là aussi où il y a une histoire de lutte sociale et d'information qui doit passer et où les personnes avec des testicules doivent commencer aussi à se positionner en disant c'est mon corps aussi et c'est mes choix et j'ai le droit de pouvoir y accéder et de sortir de cette position attentiste très confortable d'une certaine manière et très dominante dans laquelle nous sommes mis collectivement en tant que personnes ayant des testicules. Qu'est-ce qu'on observe dans les pratiques actuellement? Oui, il y a de plus en plus de personnes qui s'y mettent, surtout en pré-vasectomie, parce que la vasectomie fait encore peur. L'idée d'arrêter définitivement, ça peut questionner. Donc l'idée de commencer par quelque chose qui a un degré de réversibilité très important, ça permet d'amorcer un processus contraceptif et d'envisager à terme une vasectomie, tout en se détendant par rapport à ce petit acte de quick, c'est coupé. Voilà. Donc oui, c'est en train d'arriver, ça prend du temps. On ne peut pas demander collectivement à toutes les personnes ayant des testicules de s'y mettre comme ça, en leur disant dans la rue, des méthodes existent, vas-y. Non. La première réaction, ça va être de se dire, je ne savais pas, en fait, déjà, que j'étais dominant par mon ignorance. Je ne savais pas que j'ai été pris globalement pour un con pendant tant d'années aussi, et que quand j'allais voir le corps médical, que je cherchais une information, comme je n'avais pas accès à toute l'information, je n'allais pas l'inventer, la méthode, que les choses soient claires, tu vois. Tu imagines tout le monde dans son coin, ok, alors je vais inventer ma méthode contraceptive. Non, c'est pas possible. Tu vois, donc il n'y avait pas accès à l'information, donc médicalement on vous a floué, parce que vous ne pouviez pas faire un choix libre et éclairé, vu que vous n'aviez pas accès à toute l'information, et ça c'est vraiment très questionnant. Donc c'est en train de changer par de l'éducation, par de la formation, par de l'accompagnement et par l'accès à des outils et le fait que de plus en plus de personnes en pratique et en parlent autour d'elles. On est actuellement à 10 000 personnes qui s'y mettent, 500 à peu près tous les mois. Et il y a encore 5 ans, on était à une petite centaine par an. Donc c'est en train de venir. Ça va prendre un peu de temps. Sur la vasectomie, c'est 13 000 par an là, la dernière année. Donc c'est en train de venir. Et c'est à nous à impulser des dynamiques après de santé publique et de politique. Si on attend du politique et des lobbies pharmaceutiques que ça se fasse, dans 2 siècles, on y sera encore. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux rapidement expliquer Oui, en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est très relatif à une prise de conscience globale qu'on a besoin d'avoir et que beaucoup de monde a envie d'avoir aujourd'hui. Et on le voit chez les femmes qui souhaitent arrêter la pilule. Et pour rebondir sur, je crois que c'est toi qui disais ça, ou c'est toi, c'est par rapport au DIU cuivre. Aujourd'hui, ça reste une solution qui nous permet toujours de décharger notre méthode de contraception sur quelque chose d'extérieur à notre propre compréhension de notre corps. Et ça convient à certaines femmes parce que de toute façon, la symptothermie, l'observation ne convient pas à tout le monde, c'est un fait. Mais c'est vrai qu'on voit dans ces schémas souvent qu'on souhaite passer par un dispositif extérieur parce qu'on ne se sent pas capable de prendre les choses en main et de prendre la responsabilité de notre fertilité. C'est pas quelque chose qu'on montre du doigt, c'est juste un fait. Et on est aussi là pour accompagner les femmes qui ont ce désir, justement. Mais c'est une prise de conscience globale qui peut prendre du temps, parce qu'en fait, ça fait peur de prendre ses responsabilités. Et du coup, c'est un processus très général. Et le fait de nous-mêmes commencer à le faire en tant que femmes impulse aussi, je pense, chez certaines personnes qui ont des testicules à commencer à se questionner, notamment dans un rapport de couple où on pose les trucs sur la table, quoi. Genre, toi aussi, tu portes autant que nous cette responsabilité. Et quand tu parlais justement de cette évolution, je passe par la thermie avant de passer par la vasectomie. Moi, je le vois complètement avec les femmes qui passent par le DIU stérilé en cuivre avant de passer à la symptothermie, parce que ça fait peur, c'est le grand plongeon. Depuis des années, on nous dit, mais de toute façon, le cycle féminin, le cycle menstruel, c'est incontrôlable, c'est impossible à comprendre, c'est ingérable, t'es pas capable d'écouter ton corps. Et là, on nous dit, en fait, si. Et puis des années, on nous a menti sur comment ça fonctionnait. Enfin, je me retrouve complètement dans ce que tu disais. Donc, il y a ces étapes-là et elles sont complètement OK. On peut passer de l'un à l'autre. On peut rester sur du cuivre aussi si ça nous convient. Mais voilà, cette responsabilité, moi, je trouve ça chouette que tu l'abordes de cette vision-là et que finalement, ça évolue. Moi, je trouve ça hyper positif. Pour rebondir un petit peu, je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de partenaires qui demandent à s'impliquer. Même si c'est encore fébrile, mais je trouve... Moi, en tout cas, j'ai été surprise, c'est ce que je disais hier aux professionnels de santé, j'étais surprise, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. C'est pas beaucoup, mais je m'attendais encore moins. Et les méthodes d'observation du cycle sont aussi un moyen d'impliquer son partenaire. Même si c'est tourné autour du cycle menstruel, il y a un moment donné, il faut se poser la question, on fait quoi là tous les deux ? Donc,
Tu l'as très bien dit tout à l'heure, la thermie peut être une solution dans un premier temps, mais préservatif. Et moi, je dis souvent l'exemple, c'est pas toujours à nous de dire, là, je suis fertile, il faut faire gaffe. En tant que partenaire, on peut avoir le cycle sous les yeux, dire ah ouais, demain c'est bon, ou demain il faut commencer à faire gaffe. J'utilise la méthode qu'on a choisie ensemble à ce moment-là. Enfin, c'est une ouverture, et je trouve que tous ces outils-là sont des ouvertures pour aller vers plus de choix, plus de possibilités. Et on ne change pas que quand ça ne va pas. On n'est pas obligé d'attendre que ça ne s'aille pas. On peut re-questionner tout ça régulièrement. Et c'est un message qui me semble important de redire. Donc, est-ce que la symptothermie, tu la conseillerais à quelqu'un qui n'est pas en couple? Oui. Oui, parce que si je reviens à ce que c'est que la sympto, c'est une méthode d'observation du cycle. Donc c'est une vraie connaissance de soi. Pour moi, c'est un outil. On en fait ce qu'on veut après. C'est une connaissance qu'on devrait tous et toutes avoir. Moi, j'invite les partenaires à venir aussi. Après, on l'utilise ou on ne l'utilise pas. Et vous avez un stand avec Cyclo-Show qui est basé sur la symptothermie, mais pas à but contraceptif, mais vraiment en connaissance de soi. C'est des ateliers mère-fille qui permettent vraiment d'échanger entre mère et fille, mais aussi de découvrir le cycle dans toute sa beauté. On aura l'occasion d'en reparler sur une autre conf aussi. C'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais oui, complètement, je le conseille. Par contre, on l'aborde pas en mode tiens, observe ton cycle en tant que contraception. Ça fait peur, et puis c'est pas. Et en fonction de la jeune fille, peut-être qu'elle sera hyper mature et que ça sera complètement envisageable, mais peut-être que c'est pas le moment pour elle aussi. Par contre, elle peut commencer à l'utiliser exactement pour découvrir son cycle. Ouais. Disons que c'est une manière d'aborder l'optique. Et je fais une petite parenthèse, là, ça marche très bien en postpartum aussi, les méthodes d'observation du cycle, parce qu'il n'y a pas de prédiction. Merci à tous. Donc, on va passer quand même à quelques questions de l'assistance. Il ne nous reste pas énormément de temps. Et du coup, la première question que je vais poser, moi, c'est comment ça marche exactement la thermique? Qu'est-ce qui se passe Bon, alors c'est long à expliquer. Tu pourras peut-être le montrer, l'anneau aussi. Est-ce qu'elle demande s'il n'y a que l'anneau ou s'il existe d'autres contraceptions thermiques? Bon, je vais commencer sur les outils. Ça, c'est un anneau. C'est moi qui l'ai inventé. Je le fabrique dans mon garage. Ça marche très bien. C'est pas très loin d'ici. En gros, ce type de produit, ce sont des suspensoires. Ça n'a aucune action contraceptive. D'accord ? Vous pouvez vous en servir de bracelet. Vous pouvez vous remonter d'ailleurs les testicules, pas spécialement pour vous contracepter, mais à visée identitaire aussi, pour twerker ou autre. Enfin voilà, ou pour tucker. Il est tout à fait possible d'envisager ça. Non, mais c'est une réalité. Ça dépasse largement le cadre contraceptif. Cet objet, en soi, ne fait rien, mais il permet de soutenir les testicules. Il y a une sorte d'effet push-up. Il existe un slip avec un trou et des élastiques. Il existe un système de jockstrap. En gros, c'est le slip sans le textile, en gardant le trou, enfin l'anneau et les élastiques. Et il existe aussi d'autres méthodes où on va partir sur du sous-vêtement existant, type soutien-gorge, qu'on va détourner de son usage en rajoutant un orifice pour permettre de fabriquer en fait un suspensoire. Et il y a aussi le slip qui chauffe, où là l'idée c'est pas de se les remonter, c'est d'amener la chaleur directement aux testicules. Comment ça marche? Je ne vais pas me dessaper, mais en gros, on a les testicules plutôt en bas. Voilà. Et en fait, cette poche en bas est connectée à une poche en haut. En général, les personnes avec des testicules connaissent cette possibilité-là. Ils l'ont vécu. Des fois, c'est vécu comme une forme d'émasculation. Oh, j'en ai perdu une, on ne sait pas, elle a disparu et tout ça. Non, c'est juste qu'elle est remontée. Elle ne remonte pas jusqu'aux oreilles ou n'importe quoi. C'est juste qu'elle va remonter au niveau du pubis, vraiment au niveau du triangle avec des poils à cet endroit-là. Voilà. Il faut savoir que les testicules, dans la toute petite enfance, elles sont au niveau des reins et elles vont migrer comme ça à travers du corps, puis elles vont s'externaliser. Voilà. D'ailleurs, si elles ne s'externalisent pas, c'est très grave, et donc il peut y avoir soit des cas de cancer ou des stérilisations, parce qu'il faut savoir que la chaleur, tant que le testicule n'est pas mature, donc ne produit pas des spermatozoïdes, c'est les outils de production des spermatozoïdes qui vont se fabriquer, les cellules de Sertoli et de Leydig. Ces cellules-là sont très sensibles à la chaleur. Si elles sont impactées par la chaleur, automatiquement, il y aura des lésions dans le futur qui provoqueront des augmentations du cancer du testicule ou une baisse de la stérilité. Quid des couches et des protections qu'on met à nos enfants, qui sont très très bien, des formes d'étuves extraordinaires, qui à mon avis ont un impact sur la fertilité en fait des petits garçons quoi, à terme. Voilà.
Donc l'idée, c'est d'utiliser la chaleur quand le testicule est mature et peut supporter cette chaleur. Et donc l'idée, c'est de se les remonter, certes, mais si je me les remonte à la main, par la gravité, en fait, les testicules vont redescendre. Donc il a fallu inventer des sortes d'exoprothèses antigravitaires, c'est ça qui est génial, pour pouvoir les mettre en ascension, un peu dans l'espace. Voilà. Et donc pour ça, il faut arriver à fermer en fait les canaux in guido de chaque côté, pour maintenir les testicules, et ça peut se faire par des anneaux, par des jockstraps, par des slips, par n'importe quel outil que vous pouvez détourner. Le mieux, c'est presque une chaussette, plutôt une taille enfant, que vous roulez sur elle-même en coupant le bout, et vous avez déjà un donut qui permet de vous remonter les testicules. La chaleur, en fait, vient impacter à peu près toutes les parties de la spermatogénèse. La spermatogénèse, c'est un process très complexe, hyper subtil, long, et que je ne vais pas détailler ici, mais la thermique a plusieurs effets. Le premier effet, ça va être un effet d'arrêter en fait la différenciation. C'est-à-dire que le spermatozoïde enfant, on va dire presque indifférencié, ce qu'on appelle le spermatide, ne va pas pouvoir acquérir ses caractéristiques secondaires de spermatozoïde, c'est-à-dire son flagelle, son moteur, la forme de sa tête. Il va être bloqué à ce stade-là, donc il n'aura aucune capacité, aucun pouvoir de fécondance. Le peu de spermatozoïdes qui sera produit, en fait, parce que c'est que 15 heures par jour, donc il y a bien 9 heures pendant lesquelles les testicules sont en bas et donc pendant lesquelles elles produisent. Pendant ces 9 heures-là, le peu de spermatozoïdes qui va être produit va être altéré les 15 heures suivantes, lorsque les testicules vont être relevés. La chaleur, en fait, va impacter à la fois la vitalité du spermatozoïde, en gros, ils vont vieillir beaucoup plus vite, la mobilité, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus ou pas se déplacer, et la forme de la tête, qui est très sensible aussi à la chaleur. Voilà. Toutes les caractéristiques qui vont pouvoir permettre pour qu'un spermatozoïde puisse être accueilli dans un ovocyte vont être tellement perturbées que le peu de spermatozoïdes qui va rester, ça va être des zombies. Ils iront nulle part. D'accord ? Voilà. Le seuil contraceptif, c'est de 1 million par millilitre. Ça peut être beaucoup, mais au final, ça représente que dalle, parce qu'il faut savoir qu'un seul spermatozoïde ne suffit pas pour qu'il y ait une fécondation, mais c'est un travail collectif, et encore faut-il que l'ovocyte puisse s'ouvrir et accepte qu'il y ait un spermatozoïde qui rentre. C'est un travail d'équipe, clairement, qui se passe en concertation avec les deux corps, parce qu'il y a besoin de certaines enzymes qui sont produites dans le corps de la personne avec des ovaires. Hein ? C'est ouais, presque, ouais. Bref, un spermatozoïde posé sur une table, il n'a aucun pouvoir de fécondance, il n'y arrivera pas. Il faut qu'il bascule en une sorte de super spermatozoïde, un peu comme les soldats au Vietnam qui étaient drogués. Et ça se passe par une enzyme qui est produite dans le corps de la femme, ce qu'on appelle la capacitation. Et du coup, il devient hyper stimulé, et c'est ce qui va lui donner sa capacité, 1, à pouvoir survivre, 2, à pouvoir fonctionner en groupe, et à un moment donné, peut-être arriver jusqu'à l'ovocyte et être accueilli. Voilà. Il y a un seul impact sur la thermique qui ne nous intéresse pas, c'est l'impact au niveau génétique. Toute méthode, elle a ses failles, et c'est bien celle-là. L'idée, c'est que l'acrosome, la patte qui entoure en fait le capital génétique transporté par le spermatozoïde, parce que le spermatozoïde est un transporteur d'une bibliothèque, cette patte-là, en fait, elle est un peu altérée. Donc en gros, la bibliothèque, elle est mélangée. Il y a tous les livres, tout va bien, sauf que c'est un peu en vrac. Il n'y a pas de problème dans les essais cliniques. Il n'empêche, la question et l'hypothèse, c'est de se dire, un capital génétique un peu altéré, en contact avec un ovocyte de bonne qualité, qu'est-ce qui peut se passer ? Risque de fausse couche et de malformation. Ce n'est pas des risques avérés, c'est des risques sur papier. Parce que très techniquement, en fait, on ne peut pas tester ça. Ça demanderait de provoquer des vies et de les arrêter après. Ça va être assez compliqué. Ce qu'on sait, c'est que ça fait 40 ans que cette histoire de thermique, elle est utilisée. Il y a eu pas mal d'essais cliniques. On a du recul sur les personnes qui sont exposées à des fortes chaleurs, type boulanger, cuistot, qui en général sont en situation d'infertilité. C'est la fameuse maladie du boulanger. On n'a pas spécialement d'augmentation d'incidence de fausses couches et de malformations sur ce type de personnes-là. Pourtant, leur métier impacte aussi leur capital génétique et les met dans une position d'infertilité avec un capital génétique de mauvaise qualité. Voilà. Il y a aussi l'idée de dire « Ah oui, mais la chaleur, ça provoque un cancer des testicules. » Oui, c'est ce qu'on apprend en fac de médecine pendant les 2 petites heures, enfin non même pas, quand on a sur les cours de médecine, sur la petite enfance, et qu'il faut à tout prix que le testicule redescende, sinon ça va provoquer des cancers. Oui, ça va provoquer des cancers si le testicule dans la petite enfance n'est pas descendu. Mais à l'âge adulte du testicule, un peu post-pubère, eh ben, il est tout à fait possible d'altérer la production de spermatozoïdes sans pour autant provoquer une augmentation de l'incidence du cancer des testicules. Sinon, ça se saurait. On dirait tous « Ah, tu vas faire boulanger, tu vas avoir un cancer des testicules. »
Par contre, ce qu'on sait sur le cancer des testicules et qu'on ne va pas vous dire quand vous allez faire une vasectomie, c'est que vous allez avoir une augmentation de 10% du risque de faire, une augmentation de 10% du risque de faire un cancer des testicules. Et que donc, vous allez devoir faire un suivi un peu plus important. Voilà. Avec une vasectomie, oui. Eh oui. Donc, on ne sait pas tout sur la thermique. Il n'empêche, elle est tout à fait acceptable. Ça a l'air de bien fonctionner collectivement. Il nous manque simplement une sacro-sainte autorisation des autorités compétentes et le fait de faire un essai clinique assez grand. Donc, si quelqu'un là a à peu près 1 million d'euros à me prêter, la question peut être réglée dans 2 ans. Non, je suis assez sérieux. Là, c'est juste une histoire d'argent. Voilà. Mais en tout cas, les autorités sont très accompagnantes pour une fois et ça devrait fonctionner. On devrait tous collectivement arriver à banaliser la thermique, à ouvrir les portes sur d'autres pratiques contraceptives et à basculer un petit peu sur d'autres modalités de vivre ensemble sur la contraception. Merci à tous, merci à nos intervenants, merci à ceux qui ont organisé cette table ronde. Alors, on n'a pas eu beaucoup de temps pour plus de questions, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est vous inviter à aller à 13h30 à la dédicace du livre Génération de pilules de Maëlle et de Florette, à rencontrer Aline Menix sur le stand sur les méthodes d'observation du cycle. Il y a un stand pour ça, donc allez voir. Et allez retrouver Maxime sur le stand sur les contraceptions thermiques. Il pourra vous montrer en détail son anneau révolutionnaire. Et vous pourrez même essayer si vous êtes gentil. Ils pourront l'essayer, même si vous n'êtes pas gentil, vous pouvez l'essayer. Donc voilà, vous pouvez retrouver du coup les intervenants et aller leur poser plus de questions sur leur stand respectif. Donc je pense qu'on peut déjà applaudir nos intervenants. Merci beaucoup. Et on va vous libérer pour la suite des événements. Je vais dire merci Adélaïde pour ton animation. Et si je ne me trompe pas, on enchaîne sur une conférence J'ai mal, c'est pas normal en 2 parties pour tout ce qui est pathologie du cycle, avec des médecins hyper experts. Enfin, ça va être génial. Donc, je vous invite à rester, à inviter d'autres personnes si elles sont à côté. Et voilà, on vous retrouve sur les stands pour la suite. Merci Bonne fin à de journée. tous.